Le soleil du matin brûlait sur le sable du désert tandis que Sarah Mitchell essuyait la sueur de son front. Elle avait 24 ans et n'avait jamais imaginé que sa vie l'amènerait ici. La base militaire bourdonnait d'activités autour d'elle. Les soldats se déplaçaient dans un chaos organisé, se préparant pour une autre mission dangereuse en territoire ennemi. Sarah n'était pas une soldate. Cependant, elle était spécialiste en logistique, quelqu'un qui s'assurait que les combattants avaient ce dont ils avaient besoin pour survivre. Son travail était simple, mais crucial. Elle chargeait des munitions dans des caisses, vérifiait des listes de fournitures et s'assurait que chaque balle atteignait la bonne personne au bon moment. Ce n'était pas un travail glamour. Personne n'écrirait d'histoire sur quelqu'un qui comptait des balles et transportait des boîtes. Mais Sarah en tirait quand même de la fierté. Elle savait que sans des gens comme elle, les équipes de combat ne pouvaient pas faire leur travail. La base était située dans une région isolée où les tensions étaient élevées chaque jour. Les insurgés contrôlaient les zones environnantes et les attaques survenaient sans avertissement. Chaque ravitaillement était dangereux. Chaque mission pouvait devenir mortelle en quelques secondes. Sarah avait vu des soldats blessés revenir d'opération, le visage pâle et les yeux hantés. Elle avait vu des hélicoptères ramener les morts. La guerre n'était pas comme dans les films. C'était bruyant, confus et terrifiant. Sarah avait grandi dans une petite ville du Montana. Son père travaillait dans une scierie et sa mère enseignait à l'école primaire. Il l'avait élevée pour qu'elle soit forte et indépendante. Quand l'argent s'était fait rare après que son père s'était blessé au dos, Sarah savait que l'université n'était pas une option. Elle avait besoin de travailler, et l'armée offrait un bon salaire avec des avantages. Elle s'était engagée dès qu'elle avait eu 18 ans. L'entraînement de base avait été plus dur que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Le sergent instructeur lui criait au visage. Elle courait jusqu'à ce que ses jambes soient comme du caoutchouc. Elle rampait dans la boue sous des barbelés, pendant que les instructeurs tiraient des balles à blanc au-dessus de sa tête. Certains recrues abandonnaient. Sarah non. Elle surmontait chaque obstacle, poussée par un refus obstiné d'échouer. Après l'entraînement de base, elle s'était spécialisée en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'était pas le rôle excitant au combat que certains recrues voulaient, mais cela convenait à son esprit organisé. Elle était douée avec les chiffres et les détails. Elle n'oubliait jamais une commande, ni ne se trompait dans l'inventaire. Ses supérieurs avaient remarqué sa fiabilité et l'avaient finalement affectée à cette base avancée dans le désert. La vie sur la base suivait des routines strictes. Sarah se levait à 5 heures tous les matins, travaillait sous la chaleur brutale de la journée et s'effondrait dans son lit le soir. Elle s'était fait des amis parmi le personnel de soutien. Il y avait Rodriguez, un mécanicien du Texas qui pouvait réparer n'importe quel véhicule. Il y avait Chen, un spécialiste en communication de Californie, qui avait toujours une blague prête. Et il y avait Marcus, un médecin de combat qui avait sauvé plus de vies qu'il ne pouvait en compter. Marcus fut le premier à suggérer à Sarah d'apprendre plus que la logistique. Ils étaient assis dans la salle à manger un soir, mangeant la nourriture militaire fade sous des lumières fluorescentes clignotantes. Marcus pointa sa fourchette vers elle et dit qu'elle devrait profiter des opportunités de formation disponibles sur la base. La base offrait des cours optionnels pour le personnel de soutien. Premier secours au combat, maniement basique des armes, navigation et compétences de survie. La plupart du personnel de soutien ignorait ces cours. Ils pensaient qu'ils n'en auraient jamais besoin. Mais Marcus insistait sur le fait que tout le monde devrait savoir se défendre et aider les autres en cas d'urgence. Sarah commença à assister aux sessions d'entraînement aux armes pendant ses heures libres. Un sergent plus âgé nommé Harrison dirigeait le programme. C'était un ancien soldat d'infanterie avec 20 ans d'expérience. Il avait des cicatrices sur les bras et une blessure par balle à l'épaule qui lui faisait mal quand il pleuvait. Harrison croyait que chaque personne sur une base militaire devrait savoir manier un fusil. Quel que soit son travail officiel, la première fois que Sarah tint un M4, ses mains tremblèrent légèrement. L'arme semblait lourde et dangereuse. Harrison lui montra comment la charger, comment viser, comment respirer correctement avant d'appuyer sur la détente.
Il expliqua que tirer n'était pas une question d'agressivité, c'était une question de calme et de contrôle. Sarah découvrit qu'elle avait un talent naturel. Ses tirs étaient groupés serrés sur les cibles. Ses mains restaient stables même quand son cœur battait la chamade. Harrison haussa les sourcils de surprise quand il vérifia sa cible après sa première session. La plupart des débutants dispersèrent leurs tirs partout. Les balles de Sarah percèrent le papier en un groupe serré autour du centre. Harrison commença à passer plus de temps avec elle. Il lui enseigna différents systèmes d'armes. Il lui montra comment entretenir et nettoyer les armes à feu. Il expliqua la balistique et la résistance au vent. Il parla de la discipline mentale requise pour le tir de précision. Sarah absorbait tout comme une éponge absorbant l'eau. Les semaines devinrent des mois. Sarah continuait son travail logistique régulier pendant la journée et s'entraînait aux armes le soir. Elle apprit à tirer avec des fusils, des pistolets et éventuellement les systèmes de sniper plus lourds. Le fusil de sniper était différent des autres armes. Il exigeait de la patience et une immobilité parfaite. Un minuscule mouvement pouvait dévier une balle de plusieurs mètres à longue distance. Harrison lui dit qu'elle avait le tempérament pour le travail de sniper. Elle ne s'énervait pas ni ne s'impatientait. Elle pouvait rester immobile pendant de longues périodes, respirant lentement et attendant le moment parfait. Mais Sarah rit de ses suggestions de rejoindre une unité de combat. Elle était heureuse dans son rôle logistique. Elle n'avait pas besoin d'être une héroïne. Puis l'opération Steel Thunder fut annoncée. Les renseignements rapportaient une cible de haute valeur, se cachant dans un complexe à 32 km de la base. Une équipe de Navy SEALs infiltrerait la zone, soutenue par des Army Rangers et une poignée de personnel spécialisé. Ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer l'approvisionnement en munitions pendant l'opération. Sarah se porta volontaire immédiatement. Le briefing de la mission eut lieu dans une salle sécurisée avec des cartes couvrant chaque mur. Le chef de l'équipe SEAL, un homme compact nommé lieutenant Davis, expliqua le plan avec une précision militaire. Ils seraient insérés par hélicoptère sous le couvert de l'obscurité. Ils approcheraient le complexe à pied. Ils neutraliseraient les combattants ennemis et extrairaient la cible avant l'aube. Le travail de Sarah était simple. Elle accompagnerait l'équipe avec des munitions supplémentaires, des fournitures médicales et de l'équipement d'urgence. Elle resterait en arrière de la zone de combat directe, mais assez proche pour réapprovisionner les combattants si nécessaire. C'était toujours dangereux, mais à sa portée. La nuit avant la mission, Sarah ne pouvait pas dormir. Elle resta allongée dans son lit à fixer le plafond, écoutant le vent du désert hurler dehors. Elle pensa à ses parents chez eux, à son jeune frère qui commençait l'université, à la vie qu'elle avait laissée derrière. Elle se demanda si elle verrait un autre lever de soleil. Puis, elle repoussa ses pensées et se concentra sur la tâche à venir. Le vol en hélicoptère vers la zone d'opération ressemblait à une descente en enfer. L'appareil tremblait et vibrait en volant bas au-dessus du désert sombre. Sarah était assise entourée de guerriers au visage sombre, vérifiant leurs armes une dernière fois. Personne ne parlait. Les seuls bruits étaient les pales du rotor coupant l'air de la nuit et les crépitements occasionnels des communications radio. Sarah vérifia son propre équipement à plusieurs reprises. Magazine de munitions sécurisé dans les poches de son gilet. Trousse médicale attachée à sa cuisse. Bouteille d'eau pleine. Fusil chargé et sécurité engagée. Tout était en place. Elle prit de profondes respirations et essaya de calmer son cœur battant. L'hélicoptère vira soudainement à gauche. Des lumières d'avertissement clignotèrent en rouge dans la cabine. La voix du pilote crépita dans les casques de tout le monde avec des mots urgents qui firent glacer le sang de Sarah. Des tirs ennemis éclatèrent depuis le sol en dessous. Des traçantes zébrèrent l'obscurité comme des lucioles enragées. L'hélicoptère tressauta violemment tandis que le pilote prenait des mesures d'évitement. Sarah agrippa son harnais si fort que ses articulations blanchirent. Cela n'était pas censé arriver. Le rapport de renseignement disait que la zone serait dégagée jusqu'au complexe. Le lieutenant Davis cria des ordres par-dessus le bruit et le chaos. Les SEALs se déplacèrent avec une efficacité pratiquée malgré le danger. Ils vérifièrent leur équipement et se préparèrent à un atterrissage d'urgence.
L'hélicoptère trembla quand quelque chose frappa sa section de queue. Le métal gémit et du fluide hydraulique gicla sur le sol de la cabine. Le pilote lutta pour le contrôle, tandis que l'appareil tournoyait dans l'air. Sarah sentit son estomac se retourner. Tout semblait se dérouler au ralenti et à la vitesse de l'éclair en même temps. Le sol se précipita vers eux. Le pilote réussit à redresser l'hélicoptère à la dernière seconde, mais l'atterrissage fut brutal. L'appareil heurta le sable durement, rebondit une fois et glissa sur le côté avant de s'arrêter enfin. La tête de Sarah heurta la cloison malgré son harnais. Des étoiles explosèrent dans sa vision. Ses oreilles sonnaient de l'impact et des cris du métal stressé. Pendant un moment, elle ne se rappelait plus où elle était, ni ce qui se passait. Puis l'entraînement prit le relais. Elle détacha son harnais avec des mains tremblantes et attrapa son fusil. Les SEALs étaient déjà en mouvement. Ils se déversèrent de l'hélicoptère endommagé dans la nuit du désert. Le lieutenant Davis traîna le pilote blessé de son siège. Le copilote était inconscient et saignait d'une blessure à la tête. Les balles continuaient à claquer dans l'air autour d'eux. L'ennemi avait repéré leur site de crash et se rapprochait. Sarah trébucha hors de l'hélicoptère sur des jambes instables. Le désert s'étendait à l'infini dans toutes les directions, sous un ciel rempli d'étoiles froides. Des éclairs de bouche scintillaient dans l'obscurité à environ 183 mètres. Elle pouvait entendre des cris dans une langue étrangère. Les combattants ennemis organisaient un assaut sur leur position. Les SEALs établirent un périmètre défensif autour de l'hélicoptère abattu. Ils ripostèrent avec des rafales disciplinées. Sarah se laissa tomber sur le sable à côté d'un SEAL nommé Jackson. C'était un grand homme afro-américain de Géorgie, avec un calme qui ne semblait jamais se briser, même sous pression. Jackson la regarda et hocha la tête une fois. « Pas besoin de mots ?» Sarah ouvrit son sac de fournitures et commença à distribuer des chargeurs de munitions aux combattants. Ses mains bougeaient automatiquement malgré sa peur. C'était pour cela qu'elle s'était entraînée. C'était son travail. Elle rampait de position en position, livrant des chargeurs frais et collectant les vides. Des balles soulevaient le sable autour d'elle. Mais elle se forçait à continuer de bouger. La bataille s'intensifia alors que plus de combattants ennemis rejoignaient l'attaque. Les SEALs étaient en infériorité numérique et loin de tout soutien. L'hélicoptère crashé avait endommagé son équipement radio, rendant impossible d'appeler pour extraction. Ils étaient seuls en territoire hostile avec des munitions limitées et aucun moyen de s'enfuir. Le lieutenant Davis prit une décision rapide. Ils ne pouvaient pas rester au site du crash. L'ennemi finirait par submerger leur position par le nombre. Ils devaient se déplacer vers un terrain défendable et établir des communications. Il repéra un affleurement rocheux à environ 8 km au nord. Ce n'était pas grand-chose, mais cela offrait une meilleure protection que le désert ouvert. L'équipe se prépara à bouger. Ils chargèrent le pilote et le copilote blessés sur des brancards improvisés. Sarah fourra autant de munitions et de fournitures qu'elle pouvait porter dans son sac. Le poids avait presque doublé, mais elle ne se plaignit pas. Chaque balle pouvait faire la différence entre la survie et la mort. Ils se déplacèrent dans l'obscurité en formation tactique. Les SEALs alternaient pour fournir un feu de couverture pendant que les autres avançaient. Sarah resta au milieu du groupe avec les blessés. Ses jambes brûlèrent de porter le sac lourd. La sueur trempait son uniforme malgré la nuit froide du désert. Elle se concentrait sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Les combattants ennemis les poursuivaient à travers le terrain ouvert. Les balles bourdonnaient comme des frelons enragés. Un SEAL nommé Rodriguez prit une balle dans son gilet pare-balles qui le fit tomber, mais ne pénétra pas. Il se releva en jurant et continua. Ces hommes étaient incroyablement durs. Sarah réalisa qu'ils avaient survécu à des situations qui briseraient des gens ordinaires. L'équipe atteignit l'affleurement rocheux, juste au moment où l'aube commençait à éclairer l'horizon est. Les rochers offraient une couverture et une élévation, leur donnant un avantage tactique. Les SEALs installèrent immédiatement des positions défensives. Jackson, qui avait une formation spécialisée en communication, travaillait à assembler une radio d'urgence à partir de pièces récupérées.
Sarah se trouva positionnée entre deux gros rochers avec une vue claire sur les voies d'approche. Elle vérifia son fusil pour la 100e fois, chargé et prêt. Sécurité désengagée. Elle essaya de se rappeler tout ce que le sergent Harrison lui avait enseigné pendant ses sessions d'entraînement du soir. Respirer lentement, rester calme, choisir ses cibles avec soin. L'attaque ennemie vint avec le lever du soleil. Des dizaines de combattants émergèrent du désert, se déplaçant en groupes coordonnés. Ils avaient l'avantage du nombre et connaissaient le terrain. Les SEALs ouvrirent le feu avec une précision dévastatrice. Chaque tir abattait un combattant ennemi, mais d'autres continuaient d'arriver. Sarah observa la bataille se dérouler depuis sa position. Elle vit le lieutenant Davis diriger le feu depuis un rocher élevé. Elle vit le médecin de combat Marcus travailler frénétiquement pour stabiliser le copilote blessé. Elle vit Jackson lutter encore avec l'équipement radio, tandis que des balles ébréchèrent les rochers autour de lui. Puis elle vit la position de sniper. Un SEAL nommé Thompson était installé au point le plus élevé de l'affleurement, avec un fusil à longue portée. Il éliminait systématiquement des combattants ennemis à des distances extrêmes. Chaque tir résonnait à travers le désert comme le tonnerre. Thompson était incroyablement habile. Abattant des cibles que Sarah pouvait à peine voir à l'œil nu, le fusil de Thompson parla de nouveau. Un autre combattant ennemi tomba. Le feu entrant diminua notablement. L'ennemi apprenait à craindre cette position. Ils commencèrent à se mettre à couvert et à se déplacer plus prudemment. Thompson avait changé la dynamique de toute la bataille depuis son perchoir. Sarah continua à distribuer des munitions et à aider où nécessaire. Elle apporta de l'eau aux combattants. Elle aida Marcus à traiter des blessures mineures. Elle resta occupée parce que rester occupée tenait la peur à distance. Si elle arrêtait de bouger et commençait à penser à leur situation, la terreur pourrait la submerger. La bataille fit rage pendant des heures. Le soleil monta plus haut, transformant le désert en fournaise. L'eau de Sarah s'épuisa. L'eau de tout le monde s'épuisa. La déshydratation devint aussi dangereuse que les balles ennemies. Jackson réussit enfin à faire fonctionner la radio d'urgence et envoya un appel de détresse. De l'aide arrivait, mais cela prendrait du temps. Il devait juste tenir jusqu'à l'extraction. Les SEALs continuèrent à se battre avec une détermination professionnelle. Ils économisèrent les munitions et firent compter chaque tir. Les combattants ennemis semblaient infinis, mais ils subissaient de lourdes pertes. Des corps jonchèrent les approches de l'affleurement rocheux. Puis le désastre frappa. Thompson changea de position pour obtenir un meilleur angle sur un nid de mitrailleuses ennemies. Une balle l'atteignit dans l'espace exposé entre son épaule et son gilet pare-balles. L'impact le fit tourner et le fit tomber derrière les rochers. Sarah vit cela se produire depuis sa position à 9 mètres. Elle vit le fusil de Thompson cliqueter sur les pierres. Elle vit le sang se répandre sur son uniforme. Marcus courait déjà vers le sniper tombé. Trousse médicale en main, mais Sarah sut immédiatement que Thompson ne combattrait plus dans cette bataille. Le lieutenant Davis cria des ordres pour réorganiser la défense. Sans le feu de sniper de Thompson, les combattants ennemis devinrent plus audacieux. Ils avancèrent plus près, leurs tirs plus précis. La situation de l'équipe SEAL se détériora rapidement. Ils avaient besoin que cette position de sniper soit active de nouveau. Marcus atteignit Thompson et commença le traitement d'urgence. La blessure n'était pas immédiatement fatale, mais Thompson ne pouvait pas se battre. Il était en état de choc et perdait du sang. Marcus travaillait avec une compétence rapide. Pansant la blessure et démarrant une perfusion, Sarah fixa le fusil abandonné de Thompson sur les rochers. C'était un système d'armes spécialisé, beaucoup plus puissant que les fusils standards portés par les autres SEALs. À travers cette lunette, Thompson avait pu engager des cibles à des distances que les autres ne pouvaient pas atteindre. Ce fusil avait été leur plus grand avantage. Maintenant, il restait silencieux tandis que l'ennemi avançait. Sarah prit une décision sans y réfléchir. Elle lâcha son sac de fournitures et escalada les rochers vers la position de Thompson. Elle entendit le lieutenant Davis crier quelque chose derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. Son entraînement prit le dessus. Son corps bougea par instinct.
Sarah atteignit la position de sniper et attrapa le fusil de Thompson avec des mains tremblantes. L'arme était plus lourde que tout ce qu'elle avait tiré auparavant. C'était un système à longue portée, spécialisé conçu pour des tirs de précision à des distances extrêmes. Elle avait vu des fusils similaires pendant son entraînement avec le sergent Harrison, mais elle n'en avait jamais tiré un en combat réel. Elle se positionna derrière les rochers exactement où Thompson avait été. La vue depuis cette position élevée montrait tout le champ de bataille étendu devant elle. Elle pouvait voir des combattants ennemis se déplacer entre des dunes de sable et des affleurements rocheux. Ils étaient plus proches qu'elle ne l'avait prévu, beaucoup plus proches. Certains étaient déjà à moins de 274 mètres de la position des Seals. Le cœur de Sarah battait la chamade. C'était complètement différent de tirer sur des cibles en papier sur un champ de tir paisible. De vraies personnes étaient en bas, essayant de la tuer, elle et tous ceux avec qui elle combattait. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle calait le fusil contre son épaule. Elle pressa son œil contre la lunette et le monde s'agrandit soudainement. À travers l'optique puissante, elle pouvait voir des visages individuels, de jeunes hommes avec des barbes et des foulards enroulés autour de la tête. Ils portaient des AK-47 et des équipements militaires dépareillés. Certains semblaient effrayés. Certains semblaient déterminés. Tous voulaient tuer les Américains piégés sur cet affleurement rocheux. Sarah se força à respirer lentement. Elle se rappelait la voix du sergent Harrison dans sa tête pendant ses longues sessions d'entraînement. Ne pense pas à la cible comme à une personne. Concentre-toi sur la mécanique, la respiration, le contrôle de la détente, le suivi, juste comme sur le champ de tir, juste la mémoire musculaire et la pratique. Elle acquit sa première cible à travers la lunette. Un combattant ennemi installait une mitrailleuse derrière un gros rocher à environ 366 mètres. Si cette mitrailleuse ouvrait le feu, elle déchirerait les positions défensives des Seals. Sarah centra les réticules sur la poitrine du combattant. Elle inspira, expira la moitié et pressa doucement la détente. Le fusil rua contre son épaule avec une force surprenante. Le boom résonna à travers le désert. À travers la lunette, Sarah vit le combattant ennemi tomber. La mitrailleuse resta silencieuse avant d'avoir tiré un seul coup. Elle avait touché, son premier tué au combat. Elle attendit une réaction émotionnelle, mais il n'y eut qu'un étrange engourdissement dans le besoin immédiat de trouver la cible suivante. Les Seals en bas remarquèrent que quelqu'un tenait de nouveau la position de sniper. Elle entendit le lieutenant Davis à la radio dire à tout le monde que Mitchell était à l'arme. Il y avait de la surprise dans sa voix, mais aussi de l'approbation. L'équipe avait besoin que cette position soit couverte. Et Sarah le faisait. Elle actionna la culasse, chambrant une nouvelle cartouche. La douille vide éjectée cliqueta contre les rochers. Elle balaya pour une autre cible. Un combattant ennemi était exposé en courant entre des positions. Sarah le devança légèrement, tenant compte de son mouvement, et tira. L'homme s'effondra durement. Le fusil devint une extension de son corps. Charger. Vie, sir. Respirer. Tirer. Chaque tir était une tâche séparée, exigeant une concentration totale. Elle arrêta de penser au tableau d'ensemble et se concentra entièrement sur la mécanique immédiate du tir. Rien n'existait excepté la vue de la lunette et la détente. Les combattants ennemis commencèrent à subir des pertes depuis la position de sniper élevée et réalisèrent que le sniper américain était de nouveau actif. Ils devinrent plus prudents, restant derrière les couverts et limitant leur exposition. C'était exactement ce dont les Seals avaient besoin. Cela leur donnait de l'espace pour se réorganiser et économiser leurs munitions. Sarah déplaça son focus vers des cibles de haute valeur. Elle repéra un commandant ennemi, dirigeant des combattants depuis derrière un véhicule désactivé. Elle estima la distance à 457 mètres. Le vent était négligeable. Elle ajusta légèrement son point de visée pour compenser la chute de balles, retint son souffle et tira. Le commandant tomba. Les combattants ennemis autour de lui se dispersèrent dans la confusion, sans leadership clair. Leur attaque devint désorganisée. Certains combattants se retirèrent, d'autres continuèrent en avant.
mais sans coordination. Les SEALs exploitèrent la confusion, éliminant des cibles exposées avec une efficacité brutale. Les minutes se fondirent ensemble. Sarah perdit le compte du nombre de cartouches qu'elle tira. Le fusil devint chaud des tirs répétés. La sueur coulait dans ses yeux, rendant difficile de voir à travers la lunette. Son épaule lui faisait mal du recul, mais elle continuait à tirer parce qu'arrêter signifiait mourir. Jackson établit enfin un contact radio fiable avec des forces amies. De l'aide arrivait. 2 hélicoptères d'attaque Apache étaient en route avec une équipe de sauvetage. Ils devaient juste tenir 20 minutes de plus. 20 minutes semblaient une éternité quand des gens essayaient activement de vous tuer. Les combattants ennemis devaient avoir intercepté les mêmes communications ou senti que le temps pressait. Ils lancèrent un assaut coordonné désespéré. Des dizaines de combattants chargèrent la position des SEALs simultanément de multiples directions. C'était un assaut suicidaire, mais efficace par le nombre pur. Les SEALs ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils avaient. Les fusils crachaient. Des grenades explosèrent. Le désert éclata en chaos et violence. Sarah se concentra sur les menaces les plus dangereuses. Un combattant ennemi avec un lance-grenade propulsé par roquette. Elle l'abattit avant qu'il ne puisse tirer. Un autre combattant portant des explosifs courant droit sur leur position. Elle le toucha à 183 mètres. Ses munitions s'épuisèrent. Elle attrapa un chargeur frais de l'équipement de Thompson et rechargea. Ses mouvements étaient automatiques maintenant. Pas d'hésitation, pas de doute. Juste le cycle sans fin d'acquérir des cibles et d'éliminer des menaces. Une balle ennemie frappa le rocher à quelques centimètres de sa tête, projetant des fragments de pierre sur son visage. Elle sentit une piqûre aiguë quand quelque chose lui coupa la joue. Du sang coula le long de son cou. Mais elle l'ignora. Elle ajusta légèrement sa position et continua à tirer. Jackson prit une balle à travers la cuisse. Il tomba en jurant. Marcus quitta le copilote blessé et rampa vers Jackson. Traînant sa trousse médicale, le médecin de combat travailla, tandis que des balles claquaient au-dessus. Il pansa la blessure de Jackson et attacha un garrot autour de sa jambe. Jackson n'arrêta jamais de riposter, même pendant qu'on le soignait. Sarah vit une autre menace se développer. Un groupe de combattants ennemis contournait par le côté est de l'affleurement, essayant de frapper la position des SEALs d'un angle inattendu. S'ils réussissaient, ils auraient des tirs clairs sur les Américains à courte portée. Sarah pivota le fusil pour engager cette nouvelle menace. Elle tira rapidement, ne prenant pas le temps pour une précision parfaite. La vitesse était plus importante que la précision à cette distance. Le premier combattant tomba, le second trébucha et tomba. Le troisième plongea pour se couvrir. La tentative de flanc s'arrêta. Puis elle entendit le son le plus beau imaginable, le battement distinctif des rotors d'hélicoptères. Elle leva les yeux et vit 2 Apaches foncer à travers le ciel comme des anges vengeurs. Leur présence changea tout immédiatement. Les Apaches ouvrirent le feu avec un effet dévastateur. Leurs mitrailleuses à chaîne déchiquetèrent les positions ennemies avec une précision chirurgicale. Des roquettes jaillirent de leurs pylônes d'armes et explosèrent parmi les combattants attaquants. L'attaque ennemie s'effondra instantanément. Les combattants se dispersèrent et fuirent. Essayant d'échapper à l'assaut aérien, Sarah abaissa son fusil et s'affaissa contre les rochers. Chaque muscle de son corps tremblait d'épuisement et de chute d'adrénaline. Elle était vaguement consciente des cris et des mouvements autour d'elle. Les SEALs consolidaient leur position et se préparaient à l'extraction. Le lieutenant Davis grimpa jusqu'à sa position. Son visage était couvert de poussière et de sueur. Du sang tachait son uniforme d'une blessure que Sarah n'avait pas remarquée avant. Il la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Du respect peut-être, ou de l'incrédulité. Il demanda si elle était touchée. Sarah toucha son visage, et ses doigts revinrent ensanglantés de la coupure par fragments de roche. Elle lui dit qu'elle allait bien, juste une égratignure. Il hocha lentement la tête et lui dit qu'elle avait fait du bon travail. Du très bon travail. Sa voix était rauque d'avoir crié des ordres pendant la bataille. Les hélicoptères d'extraction atterrirent dans une tempête de poussière et de bruit.
Une équipe fraîche de soldats sécurisa la zone, tandis que des médecins se précipitaient pour aider les blessés. Ils chargèrent Thompson en premier. Il était stable, mais avait besoin d'une chirurgie. Jackson fut le suivant, jurant qu'il pouvait marcher seul, puis le pilote et le copilote. Sarah rassembla son équipement avec des mains engourdies. Elle ramassa le fusil de Thompson avec soin, le traitant avec respect. Cette arme avait sauvé toute leur vie aujourd'hui. Marcus apparut à côté d'elle et prit doucement le fusil. Il lui dit que Thompson voudrait la remercier personnellement quand il se rétablirait. Ils montèrent dans l'hélicoptère et s'élevèrent dans le ciel. Sarah fixa par la porte ouverte le champ de bataille, s'éloignant en dessous. Des corps éparpillés sur le sable, de la fumée s'élevant de véhicules détruits. Le soleil montant plus haut dans un ciel sans nuages. Cela semblait irréel, comme un décor de film plutôt qu'un endroit où elle avait combattu pour sa vie. De retour à la base, tout se passa dans un flou. Session de débriefing. Contrôles médicaux. Rapport écrit. Sarah répondit aux questions mécaniquement, tandis que son esprit luttait pour traiter ce qui s'était passé. Elle avait tué des gens aujourd'hui. Plusieurs personnes. Elle avait ramassé une arme et était devenue quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu d'être. Le sommeil fut impossible cette première nuit de retour. Sarah resta allongée dans son lit à fixer le plafond, tandis que son esprit rejouait la bataille encore et encore. Chaque tir qu'elle avait effectué, chaque visage qu'elle avait vu à travers la lunette, les sons des balles claquant près de sa tête, l'odeur de la poudre, du sang et de la peur. Tout se fondait en un cauchemar qui continuait même les yeux ouverts. Elle se leva avant l'aube et alla à la douche. L'eau coulait chaude et elle resta dessous, jusqu'à ce que sa peau rougisse. Elle frotta le sang sur son visage et son cou. La plupart partit facilement, mais une partie avait séché dans ses cheveux et prit plus longtemps à enlever. Elle regarda l'eau rose tourbillonner dans le drain et se demanda si elle se sentirait jamais propre de nouveau. La base était calme à cette heure matinale. Sarah marcha jusqu'à la salle à manger et but du mauvais café en regardant le soleil se lever sur le désert. D'autres soldats entrèrent progressivement. Certains hochèrent la tête vers elle. Les nouvelles s'étaient répandues sur ce qui s'était passé pendant l'opération Steel Thunder. Elle n'était plus juste la spécialiste en logistique discrète qui comptait des balles. Le sergent Harrison la trouva assise seule à une table d'angle. Il s'assit en face d'elle sans demander la permission. Son visage buriné montrait de l'inquiétude. Il demanda comment elle tenait le coup. Sarah haussa les épaules et dit qu'elle allait bien. Harrison n'y crut pas. Il lui dit que personne n'allait bien après sa première expérience de combat. C'était normal de ne pas aller bien. Ils restèrent assis en silence un moment, puis Harrison commença à parler de sa propre première expérience de combat en Irak, il y a de nombreuses années. Il décrivit la confusion et la terreur, la façon dont le temps semblait se déplacer étrangement pendant un échange de tirs. Il parla de la culpabilité qui venait après, se demandant s'il aurait pu faire les choses différemment. Les visages qu'il voyait encore dans ses rêves. Harrison lui dit quelque chose d'important. Il dit que ce qu'elle ressentait était normal et humain. Le jour où elle arrêterait de ressentir quoi que ce soit serait le jour où s'inquiéter. Ressentir signifiait qu'elle avait encore son humanité intacte. L'astuce était d'apprendre à traiter ses sentiments sans les laisser vous consumer. Sarah apprécia ces mots. Même s'ils ne rendaient pas tout mieux magiquement, elle lui demanda si cela devenait plus facile. Harrison considéra la question attentivement avant de répondre. Il dit que cela ne devenait pas plus facile exactement, mais qu'on apprenait à porter le poids mieux. On apprenait à mettre les souvenirs dans une boîte et à ne l'ouvrir que quand nécessaire. Au cours des jours suivants, Sarah essaya de retourner à sa routine normale. Elle se présenta au dépôt de fournitures et passa par les mouvements familiers de son travail logistique. Elle compta des munitions et vérifia des listes d'inventaire. Mais tout semblait différent maintenant. Elle avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée. Le lieutenant Davis demanda une réunion formelle avec elle. Sarah se présenta à son bureau en se sentant nerveuse. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Davis était un homme sérieux qui montrait rarement d'émotion. Son bureau était spartiate et organisé. Exactement ce qu'on attendrait d'un chef d'équipe SEAL. Davis alla droit au but.
Il lui dit que ses actions pendant la mission avaient sauvé des vies. Plusieurs vies, sans quelqu'un tenant cette position de sniper. L'équipe aurait probablement été submergée. Il la recommandait pour une décoration. Sarah commença à protester qu'elle avait juste fait ce qui était nécessaire. Mais Davis la coupa. Il expliqua que le combat ne se souciait pas de votre titre de poste ou de vos devoirs officiels. Quand la situation exige de l'action, vous montez au créneau où des gens meurent. Sarah avait monté au créneau quand cela comptait le plus. Cela montrait du caractère et du courage. L'armée avait besoin de gens comme cela dans des rôles de combat, pas coincés dans des dépôts de fournitures. Davis demanda si elle avait déjà envisagé de transférer vers une spécialité de combat. Sarah admit qu'elle y avait pensé pendant son entraînement aux armes, mais ne l'avait jamais poursuivi sérieusement. Elle aimait la logistique. C'était sûr et prévisible. Davis hocha la tête et dit que c'était valide. Mais il voulait qu'elle y pense vraiment. Elle avait un talent naturel comme tireuse d'élite, et s'était prouvée sous le feu. La réunion se termina avec Davis lui disant de prendre du temps pour considérer ses options. Il soutiendrait quelle que soit sa décision. En quittant son bureau, l'esprit de Sarah tourbillonnait de possibilités qu'elle n'avait jamais sérieusement contemplées avant. Thompson fut évacué vers une installation médicale mieux équipée pour une chirurgie. Sa blessure à l'épaule exigeait des soins spécialisés, mais il envoya un message via Marcus demandant à parler à Sarah quand il reviendrait. Le message disait qu'il lui devait une bière et une conversation. Jackson récupéra rapidement de sa blessure à la jambe. La balle avait manqué les artères principales et les os. Il était de retour en service léger dans une semaine, marchant avec une canne et se plaignant bruyamment d'être mis sur la touche. Quand il vit Sarah à la salle à manger, il se dirigea vers sa table. Jackson s'assit lourdement et étendit sa jambe blessée avec une grimace. Puis, il regarda Sarah sérieusement et lui dit qu'il ne l'avait jamais remerciée correctement. Elle avait couvert leur extraction et éliminé au moins une douzaine de combattants ennemis pendant cette bataille. Il avait compté, elle était une dure à cuire certifiée, qu'elle veuille l'admettre ou non. Sarah se sentit mal à l'aise avec les louanges. Elle insista qu'elle avait juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Jackson rit et dit que c'était faux. La plupart des gens auraient gelé ou paniqué. Elle avait ramassé un système d'armes inconnu au milieu d'un échange de tirs et performé comme une sniper de combat chevronnée. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'habileté et du courage. Les nouvelles continuèrent à se répandre sur la base au sujet de la spécialiste en logistique qui était devenue sniper pendant l'opération Steel Thunder. Des soldats qu'elle connaissait à peine hochèrent la tête respectueusement quand ils la croisaient. Certains s'arrêtaient pour lui serrer la main ou la remercier d'avoir ramené leurs amis vivants. L'attention la rendait profondément mal à l'aise. Elle n'était pas une héroïne. Elle était juste quelqu'un qui avait fait ce qui devait être fait dans une situation désespérée. Mais les gens la voyaient différemment maintenant. Ils voyaient quelqu'un sur qui on pouvait compter quand tout partait en vrille. Cette réputation portait du poids dans un environnement militaire. Rodriguez, le mécanicien du Texas, trouva Sarah travaillant au dépôt de fournitures. Il s'appuya contre une caisse et lui dit que le parc automobile bourdonnait de discussions sur elle. Certains gars disaient qu'elle devrait recevoir une médaille. D'autres disaient qu'elle devrait rejoindre les forces spéciales. Rodriguez lui-même pensait qu'elle était folle d'avoir ramassé ce fusil, mais folle dans le bon sens. Sarah rit malgré elle. Elle dit à Rodriguez que tout le monde en faisait trop. Il secoua la tête et expliqua que le combat changeait la façon dont les gens vous voyaient. Avant, elle était du personnel de soutien. Maintenant, elle était une guerrière prouvée. Cela changeait tout. Le commandant de la base appela Sarah à son bureau pour une réunion personnelle. Le commandant Stevens était un officier de carrière stricte qui dirigeait la base avec une discipline rigide. Sarah se tint au garde-à-vous devant son bureau, tandis qu'il examinait des documents sur la mission. Stevens leva les yeux vers elle avec une expression indéchiffrable. Il dit qu'il avait lu le rapport du lieutenant Davis plusieurs fois. Le récit de ses actions était remarquable. Elle avait démontré de l'initiative, du courage et de l'habileté sous une pression extrême. L'armée valorisait hautement ses qualités.
Il l'informa qu'elle recevait l'étoile de bronze avec dispositif de valeur pour ses actions pendant l'opération Steel Thunder. C'était un honneur significatif. Il voulait aussi discuter de ses options de carrière futures. L'armée avait investi dans sa formation et elle s'était prouvée capable de bien plus que du travail logistique. Stevens demanda directement si elle avait de l'intérêt pour des spécialités de combat, une formation avancée en tir, l'école de sniper peut-être, ou d'autres opportunités qui pourraient utiliser ses capacités démontrées. Sarah demanda du temps pour y réfléchir. Stevens accepta et lui dit de prendre une semaine, mais pas plus. L'armée bougeait vite, et les opportunités n'attendaient pas éternellement. Sarah sortit du bureau du commandant en se sentant submergée. Une étoile de bronze. Des offres de formation spécialisée. Tout bougeait si vite. Juste quelques jours auparavant. Elle comptait des munitions et restait en sécurité loin du combat. Maintenant, tout le monde voulait qu'elle devienne quelque chose de complètement différent. Elle alla rendre visite à Marcus à l'installation médicale. Il traitait un soldat avec une entorse à la cheville quand elle arriva. Après avoir fini, il l'invita dans son petit bureau. Ils s'assirent entourés de fournitures médicales et de posters d'anatomie. Marcus pouvait voir qu'elle luttait avec quelque chose. Il demanda ce qui lui pesait sur l'esprit. Sarah expliqua tout. La réunion avec Davis, la décoration, les offres de carrière. Elle ne savait pas quoi faire. Une partie d'elle voulait retourner à son travail logistique sûr et oublier que tout cela s'était passé. Une autre partie se sentait attirée vers quelque chose de plus. Marcus écouta attentivement. Puis il partagea son propre histoire. Il avait rejoint l'armée comme un médecin régulier sans aspiration au combat. Mais pendant son premier déploiement, il s'était retrouvé à traiter des blessés sous le feu. Il avait découvert qu'il était bon pour rester calme dans le chaos. Éventuellement, il s'était formé comme médecin de combat et n'avait jamais regardé en arrière. Il dit à Sarah que parfois, la vie vous poussait vers votre vraie vocation de façons inattendues. La question n'était pas si elle pouvait faire le travail. Elle l'avait déjà prouvé. La question était si elle le voulait. Seule elle pouvait répondre à cela. Sarah passa les jours suivants en profonde contemplation. Elle marcha le périmètre de la base seule, regardant le coucher de soleil sur le désert chaque soir. Elle appela chez elle et parla à sa mère sans mentionner ce qui s'était passé ou les décisions qu'elle affrontait. Certaines choses étaient trop compliquées à expliquer par une connexion téléphonique crépitante. Elle fit des listes dans un carnet, avantages et inconvénients de rester en logistique versus poursuivre une formation au combat, sûr versus dangereux, prévisible versus incertain, connu versus inconnu. Le choix logique semblait évident, rester en sécurité, faire le travail pour lequel elle s'était engagée, vivre une vie plus longue, moins compliquée. Mais quelque chose en elle avait changé pendant cet échange de tirs. Elle avait découvert des capacités qu'elle n'avait jamais su exister. Elle avait sauvé des vies. Elle avait fait une vraie différence dans un moment critique. Pouvait-elle retourner à compter des balles après avoir vécu cela? Pouvait-elle s'asseoir en sécurité derrière les lignes, en sachant qu'elle pourrait être nécessaire ailleurs? Le sergent Harrison l'invita au champ de tir un soir. Ils étaient seuls, tandis que le soleil descendait vers l'horizon. Harrison installa des cibles à diverses distances et tendit un fusil à Sarah. Il lui dit de tirer et de vider son esprit. Parfois, les réponses venaient par l'action plutôt que par la pensée. Sarah tira méthodiquement sur les cibles distantes. Chaque tir semblait naturel et juste. Le fusil était une extension de son corps. La lunette lui montrait exactement où la balle irait. Elle contrôlait quelque chose de chaotique et le rendait précis. Il y avait de la satisfaction dans ce contrôle. Après avoir vidé plusieurs chargeurs, Harrison parla. Il lui dit que certaines personnes étaient nées pour faire certaines choses. Elles pouvaient le combattre ou le nier, mais éventuellement leur vraie nature émergeait. Il avait vu son progrès d'une débutante curieuse à une tireuse naturelle. Ce qui s'était passé pendant l'opération Steel Thunder n'était pas de la chance. C'était le destin se révélant. Sarah demanda s'il croyait vraiment au destin. Harrison haussa les épaules et dit qu'il croyait que les gens avaient des talents qui se manifesteraient dans les bonnes circonstances.
Elle avait le talent. Maintenant, elle avait besoin de décider si elle avait la volonté. Thompson revint à la base 3 semaines après la mission. Son bras était en écharpe et il bougeait avec raideur. Mais il était mobile et guérissait. Il trouva Sarah à la salle à manger et s'assit en face d'elle. Pendant un moment, ils se regardèrent juste, puis Thompson tendit sa bonne main et dit simplement « Merci ». Sarah serra sa main et lui dit qu'elle était juste contente qu'il ait survécu. Thompson rit et dit que « content » ne couvrait pas tout. Elle avait sauvé non seulement sa vie, mais celle de tout le monde. Il voulait qu'elle sache que les SEALs n'oubliaient pas les dettes. Elle s'était prouvée à l'équipe. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Thompson décrivit ce que cela faisait d'être touché et de regarder Sarah attraper son fusil à travers sa conscience, qui s'estompait. Il pensait qu'ils étaient finis. Puis il avait entendu ce craquement distinctif de son fusil tirant de nouveau et su que quelqu'un avait pris le relais. Quand il avait appris que c'était la spécialiste en logistique, il pouvait à peine y croire. Thompson demanda ce qu'elle prévoyait de faire maintenant. Sarah admit qu'elle décidait encore. Thompson devint sérieux et lui dit qu'un talent comme le sien était rare. L'armée avait plein de tireurs adéquats. Les grands tireurs étaient inhabituels. Les snipers naturels qui pouvaient performer sous un stress extrême étaient presque mythiques. Elle ne devrait pas gaspiller ce don. La cérémonie de l'étoile de bronze eut lieu sur le terrain de parade avec toute la base présente. Sarah se tint dans son uniforme de cérémonie tandis que le commandant Stevens épinglait la médaille sur sa poitrine. Il lut la citation à voix haute, décrivant ses actions en langage militaire formel qui le faisait sonner plus héroïque que cela ne l'avait semblé à l'époque. Ses parents regardèrent via liaison vidéo depuis le Montana. Sa mère pleura. Son père se tint fier et sans voix. Son jeune frère envoya un message disant que sa sœur était officiellement la personne la plus cool qu'il connaissait. L'attention et la reconnaissance semblaient surréalistes à Sarah. Après la cérémonie, le lieutenant Davis l'approcha en privé. Il demanda si elle avait pris une décision sur son avenir. Sarah prit une profonde inspiration et lui dit qu'elle l'avait prise. Elle voulait poursuivre la formation de sniper si l'opportunité était encore disponible. Davis sourit. Une expression rare sur son visage normalement sérieux. Il dit que l'opportunité était définitivement encore disponible. En fait, il avait déjà commencé les papiers préliminaires. Supposant qu'elle ferait le bon choix, les SEALs la voulaient pour leur programme, mais l'école de sniper de l'armée était aussi une option. N'importe quel chemin fonctionnerait. Sarah choisit l'école de sniper de l'armée. Cela semblait mieux convenir à son background et à sa personnalité. Les SEALs étaient des guerriers d'élite qui vivaient pour le combat. Sarah les respectait énormément, mais ne se sentait pas appartenir à leur culture. Les snipers de l'armée opéraient différemment, et le pipeline de formation correspondait mieux à son niveau d'expérience. Les mois suivants furent un flou de paperasse, de préparation physique et d'attente pour son slot à l'école de sniper. Sarah continua ses devoirs logistiques, mais s'entraîna aussi intensivement avec le sergent Harrison. Il la poussa plus dur que jamais, sachant ce qu'elle affronterait. L'école de sniper avait l'un des taux d'échec les plus élevés de l'armée. Beaucoup d'étudiants arrivaient avec d'excellentes compétences de tir, mais manquaient de discipline mentale ou d'endurance physique. Le cours était conçu pour briser les gens. Seuls ceux qui refusaient d'abandonner passaient. Sarah reçut des ordres pour se présenter à Fort Benning, en Géorgie, pour le cours de sniper de l'armée des États-Unis. Le programme de cette semaine testerait tout ce qu'elle pensait savoir sur le tir et sur elle-même. La nuit avant de quitter la base du désert, ses amis organisèrent un petit rassemblement d'adieu. Jackson était là, marchant maintenant sans sa canne. Rodriguez apporta de la bière de contrebande acquise d'une manière ou d'une autre par ses réseaux mystérieux. Marcus lui donna un écusson de médecin de combat comme porte-bonheur. Chen promit de pirater les ordinateurs de l'école pour changer ses notes si nécessaire, ce qui lui valut un coup de poing de Rodriguez. Le sergent Harrison lui donna un petit carnet rempli de ses notes personnelles sur la lecture du vent, l'estimation de distance et la préparation mentale. Il lui dit que l'école de sniper essaierait de la convaincre qu'elle ne pouvait pas le faire.
Les instructeurs la pousseraient au point de rupture. Elle avait besoin de se rappeler qu'elle s'était déjà prouvée sous de vraies conditions de combat. L'école n'était que l'école. Le vol vers la Géorgie sembla interminable. Sarah fixa par la fenêtre les nuages et pensa au chemin qui l'avait menée ici. Une fille de petite ville qui avait rejoint l'armée pour un salaire et des avantages. Une spécialiste en logistique qui comptait des balles. Une soldate qui avait ramassé un fusil et était devenue quelque chose de plus. La vie était étrange et imprévisible. Fort Benning était vert et humide. Complètement différent de l'environnement désertique auquel Sarah s'était habituée, la zone d'entraînement incluait un terrain boisé, des champs ouverts et des installations complexes conçues pour répliquer divers scénarios de combat. Cela semblait intimidant. Sarah se présenta avec 23 autres étudiants. La plupart étaient des hommes, bien que 3 autres femmes soient dans la classe. Tout le monde venait de spécialités militaires différentes et apportait des niveaux d'expérience variés. Certains avaient été déployés plusieurs fois, d'autres n'avaient jamais vu de combat. Ils se regardaient avec méfiance, sachant que seule une fraction graduerait. Les instructeurs étaient des vétérans au visage dur avec une vaste expérience de combat. Ils firent clair dès le premier jour qu'ils se fichaient du background ou des réalisations précédentes de quiconque. Tout le monde commençait comme également inutile jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire par la performance. La première semaine se concentra sur les fondamentaux du tir. Sarah excellait ici. Son entraînement avec le sergent Harrison l'avait bien préparée. Elle se plaçait constamment dans les 3 meilleurs tireurs pendant les exercices de qualification. Certains autres étudiants luttaient avec les bases et 2 abandonnèrent avant la fin de la première semaine. La deuxième semaine introduisit l'artisanat de terrain et le camouflage. Les étudiants apprirent à se déplacer invisiblement à travers le terrain et à construire des sites de cache efficaces. C'était plus dur que le tir pur. Cela exigeait de la patience et une attention aux minuscules détails. Sarah découvrit qu'elle était naturellement bonne pour rester immobile pendant de longues périodes. Des heures d'attente ne la dérangeaient pas comme certains autres. Un exercice exigeait que les étudiants se faufilent à moins de 183 mètres d'instructeurs observateurs sans être détectés. Beaucoup d'étudiants furent attrapés et échouèrent. Sarah se déplaça lentement à travers les sous-bois, prenant 1 heure pour couvrir un terrain qu'elle pouvait marcher en 5 minutes. Elle atteignit sa position de tir sans être détectée et reçut un score parfait. L'entraînement physique était brutal. De longues courses avec des sacs lourds, des parcours d'obstacles conçus pour épuiser, nager en équipement complet, des pompes et des tractions jusqu'à ce que les muscles hurlent. Sarah n'était pas l'étudiante la plus forte ou la plus rapide, mais elle n'abandonnait jamais. Elle finissait chaque exercice, parfois la dernière, mais toujours finie. Les défis mentaux étaient encore plus durs que les physiques. La privation de sommeil était constante. Les instructeurs réveillaient les étudiants à des heures aléatoires pour des exercices surprises. La nourriture était limitée. Le stress était maximisé intentionnellement. L'école voulait voir qui pouvait maintenir une précision de tir et une prise de décision tactique, tout en étant épuisé et affamé. Les étudiants abandonnaient chaque semaine. Certains quittaient après avoir échoué trop d'exercices. D'autres étaient blessés et médicalement renvoyés. Quelques-uns décidaient simplement que cette vie n'était pas pour eux. Chaque départ était noté sans cérémonie. Les étudiants restants continuaient l'entraînement. Sarah heurta un mur pendant la 4e semaine. Tout faisait mal. Son corps était épuisé des demandes physiques constantes. Son esprit était embrumé par le manque de sommeil. Elle rata 3 tirs pendant un exercice de qualification crucial, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis la première semaine. Le regard déçu de l'instructeur coupa plus profond que n'importe quel mot. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sarah considéra sérieusement d'abandonner. Elle pouvait retourner à la logistique. Personne ne la blâmerait d'avoir essayé et de ne pas y arriver. L'école de sniper avait vaincu de meilleurs soldats qu'elle. Ce serait plus facile de juste abandonner et retourner à la vie simple qu'elle comprenait. Mais alors, elle se rappela les visages des SEAL pendant l'opération Steel Thunder, le lieutenant Davis dirigeant le feu tout en étant blessé,
Jackson combattant avec une balle dans la jambe. Le sang de Thompson sur les rochers. Ces hommes n'avaient jamais abandonné. Pas même quand la mort semblait certaine. Comment pouvait-elle abandonner juste parce que l'entraînement était dur? Elle sortit le carnet que le sergent Harrison lui avait donné. Sur la couverture intérieure, il avait écrit un message simple qu'elle n'avait pas remarqué avant. Il disait que le seul échec était d'arrêter avant d'avoir fini. Tout le reste n'était qu'un revers temporaire. Sarah se leva et alla dehors dans une petite zone d'entraînement. Elle passa 2 heures dans l'obscurité à faire des drills d'armes et des exercices de respiration. Au moment où elle revint à son lit, quelque chose avait changé. Elle n'abandonnait pas. Pas aujourd'hui. Pas jamais. La 5e semaine apporta l'entraînement aux opérations urbaines. Les étudiants apprirent à opérer dans des environnements de ville avec des champs de tir limités et des complications civiles. Sarah excellait à calculer des angles à travers des bâtiments et à timiser des tirs entre des obstacles mobiles. Son esprit mathématique, qui l'avait bien servi en logistique, s'avéra utile pour ses calculs complexes. Les semaines finales combinaient tout ce qui avait été appris en scénario réaliste. Les étudiants conduisaient des exercices de terrain multijours avec un soutien minimal. Ils devaient traquer des cibles, établir des sites de cache, engager de multiples objectifs et s'extraire sans détection. Ces exercices répliquaient le plus étroitement des opérations de combat réelles. Le moment décisif de Sarah vint pendant l'exercice final. Elle fut jumelée avec un autre étudiant nommé Peterson pour une mission de 2 jours. Il devait infiltrer un complexe ennemi simulé, identifier des cibles spécifiques et les engager depuis une cache. Des instructeurs observateurs essaieraient de les détecter à chaque étape. Le terrain était boisé et difficile. Sarah et Peterson se déplacèrent lentement à travers l'obscurité, prenant des heures pour couvrir quelques kilomètres. Ils établirent leur site de cache à 274 mètres du complexe juste avant l'aube. Puis vint la partie la plus dure, attendre. Ils restèrent immobiles dans leur position camouflée, tandis que le soleil se levait et que la journée devenait chaude. Des insectes rampaient sur eux. La sueur s'accumulait sous leur équipement. Ils ne pouvaient pas bouger ni parler, excepté par des signaux manuels chuchotés. Les heures passèrent avec une lenteur agonisante. Peterson luttait avec l'immobilité. Sarah pouvait sentir son inconfort et son impatience croissante. Elle toucha son bras une fois et fit un geste apaisant. Il devait attendre le bon moment. Se précipiter compromettrait tout. Finalement, après 8 heures d'attente, leurs cibles apparurent. Sarah avait un tir pour prouver son entraînement. Elle contrôla sa respiration, calcula la distance et le vent, et pressa la détente en douceur. La cartouche de simulation toucha la cible parfaitement. Peterson tira une seconde plus tard avec une précision égale. Ils commencèrent immédiatement leur extraction, se déplaçant à travers le terrain, tandis que des instructeurs observateurs essayaient de les localiser. Sarah mena le chemin, utilisant chaque once d'artisanat de terrain qu'elle avait appris. Ils se déplacèrent comme des fantômes à travers les bois, ne laissant aucune trace. Ils atteignirent le point d'extraction sans être détectés. L'instructeur au point d'extraction sourit réellement, une expression rare. Il leur dit que c'était l'une des meilleures combinaisons de traque et de tir qu'il avait vues dans les classes récentes. Ils avaient démontré tout ce dont une équipe de snipers avait besoin. Patience. Précision et conscience tactique. Le jour de la graduation arriva avec un mélange de soulagement et de fierté. Des 24 étudiants qui avaient commencé, seulement 11 finirent ce cours. Sarah se tint avec les autres diplômés, tandis que le commandant de l'école de sniper présentait leur certification. Elle était maintenant officiellement une sniper qualifiée de l'armée des États-Unis. Ses parents ne purent pas assister en personne. Mais ils regardèrent la cérémonie via vidéo. Sa mère pleura de nouveau, cette fois d'une fierté écrasante. Son père envoya un message disant qu'il avait toujours su qu'elle était destinée à quelque chose de spécial. Son frère plaisanta qu'il était maintenant terrifié de jamais la mettre en colère. Après la graduation, Sarah reçut des ordres pour rejoindre une unité spécialisée qui opérait dans diverses zones de combat. Elle serait déployée avec des équipes qui avaient besoin de soutien de tireurs de précision.
C'était exactement le défi pour lequel elle s'était préparée. Avant de déployer, elle reçut un message inattendu. Le lieutenant Davis voulait lui parler. Il était de retour aux États-Unis brièvement entre des missions. Ils se rencontrèrent dans un café près de la base. Un cadre étrange pour 2 soldats habitués aux zones de combat. Davis semblait fatigué mais satisfait. Il dit à Sarah qu'il avait suivi ses progrès à l'école de sniper. Ses instructeurs avaient fourni des rapports élogieux. Les SEALs étaient déçus qu'elle ne les rejoigne pas, mais respectaient son choix. Il voulait qu'elle sache que la porte était toujours ouverte si elle changeait d'avis. Sarah le remercia, mais expliqua qu'elle était heureuse avec son chemin actuel. Davis hocha la tête et dit qu'il comprenait. Puis il devint sérieux et lui dit quelque chose d'important. Le combat ne serait jamais facile, et prendre des vies porterait toujours un poids, mais elle faisait un travail nécessaire. Elle sauvait des vies américaines, en éliminant des menaces qui comptaient. Il partagea que Thompson avait pleinement récupéré et était de retour avec l'équipe. Jackson était aussi opérationnel de nouveau. Tous deux envoyaient leurs salutations et lui rappelaient qu'elle était toujours bienvenue dans n'importe quelle installation d'équipe SEAL. Une fois que vous sauviez la vie d'un SEAL, vous étiez de la famille? Ce lien ne se brisait pas. Le premier déploiement de Sarah la ramena dans un environnement désertique, similaire à celui où tout avait commencé. Elle rejoignit une équipe conduisant des opérations antiterroristes. Son rôle était de fournir une surveillance pendant des missions dangereuses. Elle protégeait ses coéquipiers depuis ses positions cachées. Le travail était dangereux et épuisant. Elle passait de longues heures dans des positions inconfortables, regardant à travers sa lunette tandis que son équipe opérait en dessous. Elle engageait des combattants ennemis quand nécessaire, toujours avec précision et sans hésitation. Elle était devenue ce pourquoi elle s'était entraînée. Une sniper professionnelle entre missions. Elle pensait parfois à la fille effrayée qui comptait des munitions et restait en sécurité loin du combat. Cette personne semblait venir d'une autre vie. Sarah avait changé fondamentalement pendant ce crash d'hélicoptère et la bataille désespérée qui avait suivi. Elle écrivait des lettres chez elle, mais ne pouvait pas expliquer la plupart de ce qu'elle faisait. Sa famille savait qu'elle était dans un travail dangereux, mais pas les détails spécifiques. C'était bien. Certaines expériences ne pouvaient être partagées qu'avec des gens qui les avaient vécues. Elles ne pouvaient être comprises que par d'autres qui avaient affronté des défis similaires. Le sergent Harrison restait en contact par email quand les connexions étaient disponibles. Il lui dit qu'il était fier, mais pas surpris. Il avait vu son potentiel dès le début. Elle avait juste besoin des bonnes circonstances pour le révéler. Parfois, les gens avaient besoin d'être poussés dans leur vraie vocation. Sarah y pensait souvent. Si l'hélicoptère n'avait pas craché, si Thompson n'avait pas été blessé, si les circonstances ne l'avaient pas forcée à ramasser ce fusil, aurait-elle jamais découvert cette partie d'elle-même? Probablement pas. Elle aurait fini son contrat logistique et serait retournée à la vie civile, sans jamais savoir de quoi elle était capable de devenir. La vie était étrange comme ça. Vous pouviez tout planifier parfaitement, et un moment inattendu pouvait changer toute votre trajectoire. La question n'était pas si la vie vous jetterait dans le chaos. La question était comment vous répondiez quand cela arrivait. Sarah avait répondu en faisant ce qui était nécessaire. Elle avait ramassé une arme et combattu. Elle avait refusé d'abandonner quand l'entraînement devenait difficile. Elle avait embrassé une vocation qu'elle n'avait jamais su exister. Tout le monde n'avait pas la chance de découvrir son vrai potentiel. Elle se sentait chanceuse malgré le danger et la difficulté. Des années plus tard, après de multiples déploiements et d'innombrables missions, Sarah regarderait en arrière sur ce jour dans le désert comme le moment où sa vraie vie avait commencé. Tout avant n'était que préparation. Tout après était un but. Elle gardait l'étoile de bronze dans un tiroir, la regardant rarement. La médaille n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait était de savoir qu'elle avait fait une différence quand cela comptait. Elle avait sauvé des vies, elle avait protégé ses coéquipiers, elle était devenue quelqu'un de fiable dans les pires circonstances. L'armée la promut éventuellement et lui donna des responsabilités de leadership. Elle forma d'autres soldats au tir et à la pensée tactique. Elle partagea les leçons qu'elle avait apprises par une expérience dure. Certains de ses étudiants avaient un talent naturel,
D'autres luttaient, mais persévéraient. Elle voyait des parties de son moi plus jeune en tous. Sarah n'oublia jamais d'où elle venait. Elle avait été une spécialiste en logistique, qui comptait des balles et restait en sécurité. Puis les circonstances avaient exigé plus, et elle s'était élevée pour les rencontrer. Ce voyage lui avait enseigné quelque chose de précieux sur le potentiel humain. Tout le monde avait des capacités qu'il n'avait pas encore découvertes. Tout le monde était plus fort qu'il ne le croyait. La différence entre ordinaire et extraordinaire se résumait souvent à un moment, une décision, un refus d'abandonner quand abandonner serait plus facile. Elle partageait cette philosophie avec ses étudiants. Elle leur disait qu'être un sniper n'était pas juste tirer précisément, c'était rester calme quand le chaos éclatait autour de vous. C'était faire des choses difficiles quand personne ne vous blâmerait d'échouer. C'était découvrir que vous étiez capable de plus que vous n'aviez jamais imaginé. Certains étudiants comprenaient immédiatement, d'autres avaient besoin de temps et d'expérience pour saisir le sens plus profond. We'll see. Yeah. Can't make it to LA that weekend? No. Hopefully next time. I feel like I missed your message. Something about a rip. I'm sorry. I'm trying to get back to the goal of like I don't miss any chats. Yeah, like I'll reply to all chats. Yeah. Here on Twitch. I'm like anywhere else. That might be a big ask. Unless it passes. I try to be there or yeah, pretty much almost active every day. So yeah. Wah. Why? Thank you, Kagamina. Indeed. The salutes. Can you make a highlight for events? Ooh, like an event list of the things that'll go in attend? I should do that. The thing is sometimes like I feel bad when I miss like writing one. Like Anime Nightmare, for example. I know King left because he went to karaoke, but I ended up seeing him there and he was like, what? I was like, guys. So yeah, that happens. Muleware, thank you. Aw, I am planning, since I like that Passes has a storefront, I can put hold up. I caught it. I caught my ears before they fell. But checkies and stuff. Yeah. Like one that I made recently-ish. Oh, she's shiny. She's super shiny. But yeah, so stuff like that. I know that I have some orders to fulfill, so I'm really excited. I think decorating checkies are really fun and stuff, so Fun fact, are you sneaking event as your class project? Oh, wait, that's awesome, Kara. That's super cool. I hope you're able to get all the like things that you need out of it. So, Is there a link to check out my passes or which one? For passes I do. It is do I have it set up? Passes? What is it called? I should probably put this on my to-do list. Let me write that too, actually. Command passes. That's crazy. I feel like no, you're good, Kitsuki. I'm like, hey, this is the fun about starting streams again, because I'm just like, oh right, this is where I picked off. Like last time I was like, wait, we have counters for my burps? Yeah, so that's a thing. But oh right, if you're looking for me, socials, it's on my beacons. It is the first clickable social link thing. Yeah. There it is. Ta-da! I'm planning to put photo sets there too, because I have been asked, like people have asked me like, how come you don't have photo sets on like Kofi? That thing. I was like, good question. So since I'm active on passes, it just makes sense to put my like storefront there.
So I did one recently, and I plan to release like a set every month. I'm pretty excited. Yeah. Wait. Okay. Um. Two truths and a lie. Do we want to do that now or later? Question mark. Thinking about setting up a call too, right? Because it's nice. Like people can support whenever they want to. It's a recognizable, like safe platform. You can like have campaign goals. It's really nice. I was just like, do I just? I'm not sure. I'm not sure. But I've heard a lot of people like really liked it. Yeah. But I've also heard people say like Coffee versus Patreon. I don't have any experience on Patreon other than like I had one membership for Iron Yokai just so I can like support my friend. Either works in I don't have anything Iron Yokai in front of me. Actually, I do. Like I get cute omomoris and stuff. I have a lot more sportswear, but I really like her stuff. I have patches. Why do I have these? I think it's because okay, I'm not gonna show it right now actually. I was like redacted information.